à tous, bienvenue sur Santé Résilience. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Muriel Pereira, je suis hygiéniste naturopathe, accompagnateur de jeûne, voilà, je suis spécialisée dans le jeûne, éducateur sportif également. Alors aujourd'hui on parle de thyroïde. Pourquoi la thyroïde? Parce que c'est un sujet en ce moment qui... C'est pas que c'est un sujet qui est très en vogue, c'est que de plus en plus de personnes sont touchées par des problèmes liés à la thyroïde, ou alors il y en a, oui, mais ils ne le savent pas. Donc, on va essayer de faire, là ça va être un gros dossier, un petit peu comme sur le foie, ça va être un gros dossier, vous allez voir que tout est en lien, on ne peut pas séparer les choses, nous sommes des individus, individu veut dire indivisible, c'est-à-dire que les choses fonctionnent sous forme de système en fait, il y a une cohésion, il y a une cohérence permanente entre les différents systèmes de l'organisme. Là on va parler de la thyroïde, qui est une glande endocrine, une glande qui produit des hormones, entre autres. Je vais essayer de découper ça un petit peu, de faire des vidéos assez courtes, une vingtaine de minutes, sous plusieurs chapitres. On va faire plusieurs chapitres. Aujourd'hui, on va faire un petit peu la base. Alors, je vais pas vous expliquer, on va pas trop rentrer dans la physiologie. Ça, vous pouvez aller le potasser, vous pouvez aller le voir sur Internet par vous-même. Aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu ce que contrôle la thyroïde rapidement, le lien qu'elle a avec les surrénales, l'hypothalamus, tout ça. Et on va essayer de voir un petit peu, expliquer rapidement les effets de rétrocontrôle entre la TSH, T3, T4. Et puis, on verra ensuite les causes de dysfonctionnement de la thyroïde. Donc, sur ce premier chapitre-là, on va rester là-dessus. Ensuite, dans un second chapitre, on essaiera d'approfondir un petit peu plus les problèmes liés à l'hypothyroïdie. On regardera Hashimoto aussi, voilà, cette maladie auto-immune. On regardera tout ce qui est lié à l'hyperthyroïdie, les nodules, etc. Et ensuite, on regardera tout ce qui est solution. On regardera aussi les analyses médicales, les analyses qui sont proposées par le corps médical. Et on va voir que, en fait, c'est pas suffisant et qu'il va falloir approfondir davantage. On va voir, peut-être dans un deuxième chapitre, que vous allez voir que les analyses médicales nous restreignent et nous empêchent d'aller plus loin. Voilà. Et je vous apporterai aussi des solutions sur le plan, je dirais, physiologique, où vous verrez que, en fait, tout ce qui est médicaments, compléments alimentaires, ce ne sont pas les solutions uniques, mais qu'il y a d'autres solutions. Voilà. Donc là, déjà, on commence. Je vais rapidement vous parler un petit peu de ce qu'est la thyroïde, enfin, du moins, de ses grands rôles au niveau du corps. Donc, on dit que la thyroïde a un grand rôle au niveau du métabolisme. Oui, en fait, c'est un petit peu le chef d'orchestre sous l'influence d'une autre glande endocrine. C'est un petit peu le chef d'orchestre qui va gérer beaucoup de choses. Donc, on va parler du système nerveux. La glande thyroïde, par cette production hormonale sur différentes glandes et différentes zones du corps, on va le voir tout à l'heure, va venir gérer beaucoup de choses. On va commencer par le système nerveux. Sympathique, parasympathique. Voilà, tout ce qui est lié à l'action ou au contraire, le parasympathique, la récupération, l'élimination, la digestion, etc. Elle va venir aussi contrôler, du moins, elle va aider à construire le cerveau chez le fœtus. Donc quand l'enfant est dans le ventre de la mère, voilà, cette glande thyroïde de la mère va venir soutenir les fonctions de développement du cerveau au niveau du fœtus, à certains stades de développement, notamment au niveau du 3e trimestre de grossesse. Alors ensuite, on a tout ce qui est gestion de la pression artérielle et du rythme cardiaque. On a tout ce qui est lié à la température, la thermogénèse générale du corps, le poids, prise de poids, perte de poids. Donc là, on va parler vraiment de métabolisme. Quand on dit souvent qu'il y a une perte métabolique ou une augmentation du métabolisme, là, on est vraiment lié au rôle important, à l'influence de la thyroïde. Par exemple, les personnes qui sont en prise de poids, qui ont du mal à perdre du poids, plutôt, on va dire, qui ont du mal à perdre du poids, souvent, c'est que la thyroïde est un petit peu affaiblie, mais pas que la thyroïde. Il faut bien penser qu'il ne faut pas isoler les choses comme ça. C'est vraiment tout un système. Là, aujourd'hui, on va essayer de faire un peu le focus sur la thyroïde, mais ce n'est pas que lié à la thyroïde. La thyroïde va aussi gérer tout ce qui est lié à la masse musculaire, la force musculaire. Ensuite, on a l'appétit, qui est aussi influencé par ce bon fonctionnement de la thyroïde, le transit intestinal, le péristaltisme intestinal. On a la respiration également. On a une partie gestion du cholestérol et de la glycémie. Toujours par ces productions hormonales. Alors, les productions hormonales de cette thyroïde sont sous l'influence de l'hypophyse. Alors, cette hypophyse, qui est une petite glande endocrine qui est logée derrière le sinus, à l'intérieur du cerveau, qui est très proche de l'hypothalamus,
cette glande hypophyse va venir générer ou produire des hormones, qu'on appelle la TSH, va venir générer une hormone qui va venir influencer cette thyroïde-là. On va y venir tout à l'heure. Cette hypophyse-là, qui est ici, est reliée par un petit canal, le canal pituitaire, si je ne me trompe pas, faut que je vérifie, à l'hypothalamus. Et cette hypophyse est sous l'influence même de l'hypothalamus. Donc en fait, et qui elle-même est sous l'influence de la glande pinéale. En fait, vous allez voir que c'est une cascade, en fait. C'est un enchaînement d'influence entre les glandes endocrines, du bas jusqu'en haut. Donc, quand je parle du bas, on sera plus sur les surrénales. C'est-à-dire que tout cet axe-là a vraiment un lien dans tout ce qui est, tout ce qu'on vient de voir, tout ce qui est orchestration de la vie de l'organisme, en fait, de l'énergie de l'organisme. Donc, chaque glande a un lien avec d'autres glandes endocrines. Donc, je vous parlais d'hypophyse. En fait, l'hypophyse va produire ce qu'on appelle la TSH. Donc, c'est ce qu'on va voir sur les analyses médicales, qui est, à mon sens, pas assez approfondi. Avec le recul et l'expérience, voilà, on regarde que la TSH. Bon, on y reviendra plus tard. Donc, en fait, l'hypophyse va produire d'autres hormones. Elle va produire la FSH et la LH, qui vont aller contrôler les ovaires, les testicules. Donc, pour les femmes, ça va être le cycle menstruel. Y compris après la ménopause, il y aura plus ce cycle menstruel, il y aura plus cette production d'hormones au niveau des ovaires, mais les surrénales vont prendre une partie du travail au niveau oestrogène pour soutenir la force, la masse musculaire, la masse osseuse, la masse musculaire, et cette hypophyse va venir produire LH et FSH pour venir mettre la femme après ménopause sur un cycle un peu plus linéaire. Donc s'il y a des soucis de thyroïde, on va peut-être aussi aller voir au niveau de l'hypophyse qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, c'est toute la chaîne qui en subit. Quand il y a des problèmes au niveau de la ménopause, c'est toute la chaîne qui en subit, c'est un épuisement général. Vous allez voir, on va y venir. On va essayer d'imbriquer les morceaux du puzzle au fur et à mesure qu'on va avancer sur la vidéo. Ensuite, cette hypophyse va produire la TSH, qui va avoir une action sur la thyroïde qui a des récepteurs propres à la TSH. Donc voilà, on va rester là-dessus. Ensuite, on va avoir tout ce qui est glandes surrénales. Les glandes surrénales vont être influencées par l'hypophyse, par la production d'ACTH. Ensuite, on va avoir les hormones de croissance. Ensuite, on va avoir de la production de prolactine. Donc, vous voyez, cette hypophyse a un grand rôle au niveau de l'organisme entier, pas que au niveau de la thyroïde. Elle va aussi produire ce qu'on appelle l'ADH, ou la vasopressine, qui est liée à la résorption de l'eau au niveau des reins, c'est-à-dire que les reins vont retenir de l'eau ou des minéraux, notamment par la production d'aldostérone, l'aldostérone qui est vraiment une hormone produite par les surrénales, qui est là pour retenir les minéraux. Donc là, je pense aux sujets épuisés au niveau surrénal, on y reviendra, qui ne retiennent plus leurs minéraux. Vous voyez, il y a vraiment un lien avec l'hypophyse, voilà, l'hypophyse qui produit cette vasopressine. Alors on a aussi la production d'ocytocine. Cette hypophyse va produire de l'ocytocine, donc c'est cette fameuse hormone, voilà, qui relie la mère à l'enfant, qui va venir, je dirais, actionner la production de lait, dire aux glandes mammaires, il faut produire du lait, c'est le moment, parce qu'à un moment donné, il y a une relation qui s'installe, il y a un besoin de la part de l'enfant qui est ressenti par la mère, même avant que la mère le conscientise. Il y a déjà une relation qui est vraiment invisible, et où le lait commence déjà à être produit. Je pense que là-dessus, toutes les mamans ont déjà vécu ce moment-là, qui est incroyable. Quand vous allaitez, en fait, quand on allaite, c'est qu'il y a une production de lait qui se met en route, avant même que l'enfant soit mis à pleurer. C'est impressionnant. Bon, voilà, ça c'est sous l'influence des hormones endocrines qui sont à l'intérieur du cerveau, qui viennent capter quelque chose d'invisible. Donc là, en l'occurrence, on parle de l'hypophyse qui va venir produire cette ocytocine. Donc on parle de production de lait, on parle aussi de contraction de l'utérus au moment de l'accouchement. Voilà, quand il y a ce fameux rejet de placenta, c'est souvent dans les hôpitaux où on injecte de l'ocytocine pour que la femme ne garde pas ce placenta et vraiment le rejette. Voilà, pour ça. Ensuite, on a la MSH qui va avoir une action sur la mélanine, qui est ce fameux pigment, la couleur du pigment de la peau. Ensuite, on va avoir une production d'endorphines. L'hypophyse produit des endorphines qui vont avoir une action sur la diminution des sensations de douleur. Voilà, l'endorphine a vraiment ce rôle-là. Donc voilà, vous voyez que l'hypophyse a vraiment un rôle hyper global, un rôle énorme et
vient gérer beaucoup de choses à l'intérieur du corps, pas que la thyroïde aussi. Et s'il y a un problème au niveau de l'hypophyse, eh ben, la thyroïde est touchée et tout ce qu'on vient de voir est touché. Donc, ce qui veut dire que on peut pas isoler la thyroïde. Vous voyez, on peut pas isoler les surrénales. On peut pas isoler le système nerveux. Voilà, c'est vraiment tout un package en fait qui nous permet de comprendre qu'il faut agir dans la globalité. Donc voilà pour ce qui est lié à l'hypophyse. Alors, je vais juste vous réexpliquer rapidement ce qu'on appelle le feedback ou l'effet de rétrocontrôle. Je vais vous matérialiser par un petit croquis cette notion de rétrocontrôle ou de feedback entre l'hypophyse qui produit la TSH et cette thyroïde qui réceptionne cette TSH pour produire de la T4 qui ensuite subit un processus pour être transformée en T3 qui deviendra l'hormone réellement active. Cette hypophyse se situe à environ une dizaine de centimètres derrière nos sinus, à l'intérieur du crâne. La thyroïde, quant à elle, se situe à la base de la gorge et a cette fameuse forme de papillon. Notre hypophyse vient produire de la TSH. La TSH va venir agir sur les récepteurs de la thyroïde pour que cette thyroïde puisse produire l'hormone thyroxine, la T4. Cette hormone thyroxine T4 est composée d'environ 3 molécules d'iode. C'est une hormone qui n'est pas active, pas efficace. Elle doit subir un processus de désiodisation pour être transformée en T3 et devenir active. Lorsque ce processus a lieu, lorsque cette hormone T3 est suffisamment produite, il va y avoir cet effet de rétrocontrôle au niveau de l'hypophyse. Donc, ce qui veut dire que s'il y a trop de T3, par exemple, l'hypophyse va produire moins de TSH pour rééquilibrer cet excès. Si à l'inverse, il y a une sous-production ou un déficit de production de ces hormones thyroïdiennes, l'hypophyse va produire davantage de TSH pour stimuler la production de T4 et de T3. C'est ce qu'on appelle le feedback ou le rétrocontrôle, ce qui signifie que sur les analyses de sang, lorsque la TSH est élevée, cela signifie qu'il y a un manque ou un déficit de production d'hormones, notamment au niveau de la T3. Lorsqu'au contraire nous avons une TSH basse, cela signifie que nous avons un excès d'hormones thyroïdiennes. Nous sommes donc en hypothyroïdie lorsque la TSH est élevée et nous sommes en hyperthyroïdie lorsque la TSH sur les analyses est basse. Alors maintenant, on va regarder les causes d'un potentiel dysfonctionnement de la thyroïde. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Vous allez voir que c'est multiple, c'est multifactoriel, toujours. Il n'y a jamais qu'une seule cause. Alors, on va parler en tout premier lieu de stress. La glande thyroïde est une glande endocrine qui est sensible, extrêmement sensible au stress. Et quand je parle de stress, je vais parler de plusieurs choses. Je vais parler du stress de sursollicitation, lié à une sursollicitation qui peut être divers et variée, qui peut être mentale, quelqu'un qui vous harcèle, un contexte familial qui ne vous va plus, un travail qui ne vous va plus, ça peut être émotionnel. Ça peut être émotionnel dans le sens où vous avez vécu une émotion choc qui vous a vraiment créé un trauma, que vous avez gardé, et à partir de là, vous avez une thyroïde qui commence un petit peu à devenir faible. Vous avez un système endocrinien qui commence à s'affaiblir, et ça va se matérialiser peut-être potentiellement un peu plus au niveau de la thyroïde. Alors en fait, donc stress, ça peut être aussi un excès de sport. Chez certaines personnes, quand on pousse l'activité sportive jusqu'à un certain niveau, si on dépasse nos propres limites, ça peut créer de l'épuisement sur le long terme. Je vais vous dire épuisement, je vais pas vous dire une hypothyroïdie, parce que c'est beaucoup plus large que ça. En fait, j'en arrive à parler de ce stress parce qu'en fait, ce stress, normalement, un stress ne devrait pas être vécu de manière chronique et sur le long terme. Le corps est fait pour s'adapter à un stress. Il va mobiliser ses capacités intérieures pour faire face à un stress, notamment par la production de ce fameux cortisol, par les surrénales. Mais lorsque ce stress est chronique, c'est là que ça devient délétère. Le corps n'est pas fait pour subir et pour vivre et pour rester dans un contexte de stress chronique. Le corps n'est pas fait pour ça. Il n'est pas calibré pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? On va vers ce qu'on appelle un épuisement nerveux, qui est, je dirais, la source de beaucoup de pathologies, sans parler uniquement de la thyroïde. Donc, en fait, tous les stress chroniques
à différents degrés en fonction de vos capacités à supporter ces stress-là, vont venir solliciter votre capacité adaptative, votre capacité à vous adapter à telle ou telle situation. En fonction de votre génétique, voilà, qu'est-ce que vous a transmis, quel patrimoine génétique vous ont transmis vos parents, mais en fonction aussi du contexte dans lequel vous vous plongez. On ne parle pas que d'hygiène de vie au niveau alimentaire, on parle vraiment d'un contexte global. En fait, c'est une sursollicitation répétée, répétitive et stagnante, qui fait que votre système est sans arrêt en train de se mettre dans un contexte ou dans une réponse d'alarme, en fait. Si on pousse un petit peu plus la barre, on fera d'autres vidéos là-dessus, il y a d'autres vidéos là-dessus. Si on pousse un peu plus la barre, voilà, on descend vers ce qu'on appelle la dépression et le burn-out. En fait, le burn-out, c'est une capacité adaptative qui n'arrive plus à s'adapter, en fait. Donc là, on est vraiment dans le crash, en fait. Donc là, on parle simplement de, voilà, d'un stress chronique qui est généré sur le système endocrinien de manière générale. Donc ça veut dire qu'il y a une alarme au niveau de l'hypophyse, il y a une alarme au niveau de la thyroïde, il y a une alarme au niveau des surrénales. C'est vraiment global. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment la première des causes, c'est une sursollicitation qui génère une adaptation de l'organisme qui passe ou qui ne passe pas. Voilà. Le corps est fait pour s'adapter jusqu'à une certaine limite. Donc, voilà, on va ensuite parler de métabolisme. En fait, ces fonctions thyroïdiennes-là vont avoir un impact sur le métabolisme. Et quand on parle de métabolisme au niveau cellulaire, on parle de combustion. La cellule, voilà, est censée oxyder des choses, consommer des choses, rejeter des déchets, etc. On parle toujours de l'oxydation, on parle toujours de nourrir la cellule, que la cellule doit être capable de se nourrir, la cellule se nourrit. Mais on parle jamais de l'élimination. On parle jamais de la circulation et de l'élimination des déchets. Ça, on n'en parle jamais, qui est lié au système lymphatique. Réseau sanguin, mais aussi lymphatique. Donc, en fait, à partir du moment où on a une chute métabolique, donc une chute de consommation des nutriments, on a aussi une chute liée à tout ce qui est élimination et je dirais transport des déchets vers les émonctoires. Donc, si tout ça baisse en capacité, baisse en efficacité, bah, automatiquement, il va y avoir une accumulation de déchets. Et cette accumulation de déchets va venir créer une surcharge au niveau des émonctoires, certains plus que d'autres en fonction de votre profil. Certains, ça va être le foie, certains, ça va être les intestins, certains, ça va être le milieu lymphatique, certains, ça va être la sphère neuronale, donc d'autres les poumons. Donc en fait, en fonction de votre profil, certains émonctoires vont être touchés plus que d'autres. Le milieu cellulaire commence à un petit peu crouler sous les déchets. Qu'est-ce qu'on va avoir au bout d'un moment? De l'inflammation. On va parler d'inflammation automatiquement, l'inflammation généralisée. Ensuite, on va parler aussi de tout ce qui est surrénal. En fait, les surrénales, quand on est soumis à un stress, les surrénales produisent du cortisol, qui est l'anti-inflammatoire numéro 1 du corps, et ce cortisol vient mobiliser beaucoup de réserves à l'intérieur du corps pour faire face à un danger. Voilà, on va pas rentrer dans le sujet trop profondément. Donc, lorsqu'il est chronique, on arrive à une sursollicitation des surrénales. Donc, au bout d'un moment, cette production de cortisol, elle commence. Alors, au début, ça fluctue. Si vous en avez la capacité, on y va à fond. Cortisol, adrénaline, etc. Au bout d'un moment, ça finit par chuter. On parle d'hyper, ensuite on parle d'hypo. Quand il y a hyper, très souvent, c'est suivi d'hypo. En fait, je parle des surrénales parce que les surrénales, elles produisent également une hormone qu'on appelle l'aldostérone. L'aldostérone qui est censée retenir les minéraux, éviter la fuite minérale. Si nos surrénales sont épuisées, en phase d'épuisement, en train de baisser en capacité, en efficacité, certaines hormones qu'elles produisent, certaines hormones vont baisser aussi en production. Donc l'aldostérone en fait partie. Si vous êtes épuisé sur le plan surrénalien aussi, l'aldostérone sera moins efficace ou moins produite. Donc vous allez avoir moins de rétention minérale, donc plus de perte minérale, donc déminéralisation. Et en fait, cette déminéralisation nous emmène à un moment donné à l'inflammation. Puisque le corps, pour garder son contexte minéral adéquat, suffisant, il va les piocher dans les réserves, dans les os, dans les dents, dans les cheveux, etc. Dans les tissus, etc. Donc en fait, on va parler d'inflammation parce que
il va y avoir une surcharge d'acide qui ne sera pas neutralisée par le manque de minéraux à l'intérieur du corps. L'inflammation, en fait, elle se produit, elle se crée comme ça. Ensuite, on va parler de sucs digestifs. Automatiquement, quand vous êtes épuisé, alors la thyroïde va avoir une action sur la production de certains sucs digestifs. Alors pas directement, mais indirectement, parce que quand on parle d'épuisement, on parle d'épuisement général. Automatiquement, si on est en hypo, parce qu'on a un métabolisme réduit, on va aussi avoir une réduction des productions de sucs digestifs. Alors on va parler des sucs pancréatiques, on va parler des sucs stomacales, on va parler de l'acide chlorhydrique, on va parler de la pepsine qui va venir digérer les protéines, on va venir donc, manque de digestion de protéines, des protéines qui potentiellement passent la barrière intestinale. On y reviendra plus tard, parce que là on rentre dans tout ce qui est maladie auto-immune, production d'antigènes, etc. On y reviendra plus tard. Donc on va avoir aussi une baisse potentielle de fabrication de la bile, qui est là pour digérer les graisses. Donc voilà, en fait, le système digestif, au niveau de la production de ces sucs digestifs, de ces sucs enzymatiques, va être impacté également. Donc on va avoir une baisse d'efficacité digestive. Donc une digestion qui se passe moins bien. Donc des éléments qui sont moins bien digérés. Donc une stagnation d'éléments au niveau intestinal qui peuvent fermenter, qui peuvent putréfier, etc. Donc on se retrouve peut-être avec des productions de dysbiose intestinale. C'est marrant parce qu'on en revient toujours au même, c'est toujours le même tableau. Pourquoi? Parce que tout est lié. Si vous retournez sur les vidéos liées au foie, même au niveau de la ménopause, j'en parle, tout est lié. Il y a un moment donné où on est obligé d'aborder un peu tous les sujets. C'est obligé. Ensuite, on va parler de donc suc digestif, ça c'est bon, donc l'inflammation va augmenter aussi, parce que si j'ai de la dysbiose, des ballonnements, si j'ai des digestions qui se font moins bien, un transit qui ralentit en plus, parce que thyroïde fait que le transit ralentit, et ben voilà, je risque d'avoir de l'inflammation qui augmente. On en revient à ce tableau inflammatoire. Ensuite, on va avoir aussi, dans les causes, on va avoir aussi ce lien avec la nourriture, avec votre alimentation. Est-ce que votre alimentation est pourvue de minéraux, de produits alcalins, de bonnes vitamines, ou est-ce que vous êtes sur une alimentation qui est plutôt du rapide, du tout cuit, tout préparé, du junk food, etc., d'excitants, de café, d'alcool, de tabac? Voilà, en fait, votre alimentation, votre nutrition va aussi faire en sorte de noircir ou d'éclaircir le tableau. Est-ce que vous avez une alimentation qui vous augmente votre toxicité interne, les toxines exogènes, j'en reviens aux vidéos sur le foie, ou alors aussi un tableau carencé, parce que votre alimentation ne vous apporte pas les bons éléments, ou parce que vous avez quand même des bons éléments, mais il y a tellement de mélange qu'à l'intérieur, il y a un manque d'assimilation par ces dysbioses, etc. Il y a un problème d'assimilation interne. Donc vous voyez, en fait, c'est quand même très large. Alors qu'à la base, on est parti de la thyroïde. Juste pour que vous preniez bien conscience que ça impacte tous les réseaux, tous les systèmes du corps. Et on va parler aussi, très important, des traitements hormonaux. Si vous avez pris la pilule, par exemple, pendant 15, 20 ans, ce qui est le cas chez beaucoup de personnes, même 10 ans, voilà, il va y avoir un excès d'oestrogène qui va impacter les récepteurs au niveau de la thyroïde particulièrement, puisque les récepteurs au niveau de la thyroïde ont une affinité avec les oestrogènes. Et en fait, l'excès d'oestrogène va venir modifier la transformation de T4 en T3, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou alors carrément bloquer un petit peu la production de ces hormones-là. Donc ces traitements-là, cet excès d'oestrogène vont venir agir sur les récepteurs de la thyroïde, mais aussi vont venir impacter le fonctionnement du foie par sa fonction de traitement hormonal. Alors ça, je vous invite à retourner sur les vidéos sur le foie, parce que j'en parle beaucoup plus. Donc voilà, là vous voyez que le tableau est très large. Mais ce qu'il faut retenir dans les causes principales, la base de tout, c'est ça. C'est le stress chronique, c'est la sursollicitation, c'est le mode de vie. Alors, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On parle beaucoup de carences. Oui, on parle beaucoup de carences. Mais avant de vous jeter sur les compléments alimentaires pour aller combler des carences, déjà essayez de voir en amont qu'est-ce qui entretient le truc, qu'est-ce qui a causé le truc, si c'est un stress émotionnel, qu'est-ce qui entretient le truc, si c'est un stress de contexte familial,
professionnel, etc. Ou est-ce que c'est purement alimentaire? Voilà, à vous d'essayer de voir où est-ce que vous pouvez agir, je dirais, avant d'aller sur les compléments alimentaires. Parce que les compléments alimentaires, même s'il y a des carences avérées, ça pourrait vous aider dans un premier temps, mais à condition d'aller faire un travail de fond, à condition d'aller creuser en profondeur, voir où est-ce qu'on peut agir, où est-ce que vous avez peut-être baissé un petit peu la garde, qu'est-ce que vous pourriez remonter, faire remonter, améliorer dans votre contexte de vie, puisque le corps n'est pas fait pour tourner sur des gélules, puisque les gélules, ce sont des éléments qui ne sont pas électromagnétiques. Par exemple, si vous allez prendre des minéraux, vous n'êtes pas sur des choses qui sont chargées électromagnétiquement. Les légumes, les fruits, l'alimentation vivante va vous apporter ces éléments-là. Donc si on parle d'inflammation, automatiquement là, il va falloir apporter des minéraux pour alcaliniser, faire baisser cette acidité, cette inflammation. Et l'alcalinité, on ne la trouve pas dans les gélules, l'alcalinité, on la trouve dans les végétaux, dans une alimentation vivante. Alors, j'en parle tout de suite, j'avais prévu d'en parler dans d'autres vidéos, mais j'en parle quand même tout de suite, parce qu'il faut bien comprendre que la santé ne s'achète pas dans les compléments alimentaires. La santé ne s'achète pas. Voilà, déjà, ça c'est dit. Donc voilà pour ça. On va traiter maintenant les symptômes. Alors au niveau des symptômes, on va retrouver beaucoup de choses. Parce que voilà, vous avez compris que la thyroïde vient impacter énormément de zones dans le corps, énormément de récepteurs. Donc automatiquement, on va se retrouver avec plein de symptômes. Alors, c'est pas parce que vous avez un de ces symptômes-là que vous avez une hypothyroïdie ou un problème au niveau de la thyroïde. Par contre, plus vous avez de symptômes, plus on pourrait suspecter que la thyroïde, en effet, est en train vraiment de tomber un petit peu dans les choux, si je puis dire. Mais il faut bien comprendre, faut pas oublier ça, faut bien comprendre que c'est un tableau général. Donc il faudra pas focaliser sur la thyroïde. Mais ça ne nous empêche pas d'aller faire des bilans, des analyses, tout ça. Ça, on en reparlera plus tard. Voilà. Alors, au niveau des symptômes, donc beaucoup de femmes notent la peau sèche. Alors les hommes, ça peut être le cas, mais c'est que les hommes, ils s'en foutent en fait. Les femmes, non. Puis ça marque un petit peu plus, ça se voit un petit peu plus, et c'est vrai que les femmes, bon ben voilà, les femmes prennent beaucoup plus soin d'elles, et ben le dénote plus particulièrement. Donc la peau sèche, on va avoir les chutes de cheveux. Là c'est pareil, les femmes le voient plus parce que les cheveux sont longs. Les hommes ont les cheveux courts, donc ça se voit pas forcément. Par contre, des cheveux longs dans la baignoire, ça se voit beaucoup plus. Mais les hommes ne sont pas épargnés par la chute de cheveux, pas du tout. Donc ensuite, on va avoir l'œdème du matin, les poches sous les yeux, surtout du matin, et ça s'estompe avec la journée, en avançant dans la journée, parce que le corps la lymphe se remet en circulation en fait. On va avoir de la frilosité, les extrémités froides, les mains, les pieds, le nez. En fait, tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire, la peau sèche, la chute des cheveux, les extrémités froides, la frilosité, on est vraiment sur une chute, une baisse d'efficacité au niveau de la circulation. Il n'y a plus de sang qui va aux extrémités parce que il y a une faiblesse générale, il y a un épuisement général en fait. Ensuite, on va avoir de la fatigue, on va avoir de la constipation. Alors en fait, fatigue, constipation, c'est vraiment un transfert d'énergie, c'est-à-dire que le corps va commencer un petit peu à faire baisser ces fonctions-là pour mettre l'énergie ailleurs. Il n'a plus suffisamment d'énergie pour vous permettre de faire vos activités vers l'extérieur, donc on va couper un petit peu les vannes vers vos activités, vers votre énergie vers l'extérieur pour les concentrer vers l'intérieur. Et au niveau du transit, c'est un peu pareil, comme le transit, c'est pas une fonction vitale, le corps va réduire un petit peu cette capacité de son péristaltisme intestinal, parce qu'il manque d'énergie en fait, tout simplement. Alors, oui, voilà, on va rester là-dessus pour ça, on va pas rentrer dans les détails. Ensuite, on va avoir le surpoids. On va avoir ce problème lié à la perte de poids, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, cette chute de métabolisme. On va avoir de la polyalgie, par exemple les personnes qui ont des douleurs musculaires, qui ont des douleurs articulaires, surtout le matin quand on se lève, on appelle ça des personnes polyalgiques. Donc ça peut être lié à voilà, un épuisement, y compris voilà, notamment au niveau de la thyroïde. On va pouvoir, je veux dire, les personnes qui font de l'hypothyroïdie peuvent avoir des symptômes de polyalgie. Voilà. Ensuite, on va avoir tout ce qui est syndrome préménopause. Ça peut aussi, parce que le système général est impacté.
Donc là, on est plus sur des chutes métaboliques et de l'encrassement, je dirais. On a vu tout à l'heure que quand les déchets s'accumulent, on appelle ça de l'encrassement aux tissus cellulaires ou aux émonctoires. Tout ça génère, voilà, ça peut être de la polyalgie, du surpoids, ça peut être syndrome préménopause, voilà, de l'encrassement au niveau de la sphère pelvienne, etc. Ça peut être très, très varié. Ensuite, on va avoir des problèmes de sommeil. Alors, le problème de sommeil, il peut y avoir plusieurs choses. La première chose, c'est une personne qui est très épuisée, y compris sur le plan surrénalien, va avoir une acrophase, on appelle ça l'acrophase, la production de cortisol qui normalement a des pics plus importants le matin et qui s'estompent au cours de la journée. Et ben chez les personnes qui sont en inversion énergétique, on va avoir une acrophase en fin de journée et en pleine nuit aussi, donc ça peut vous obliger à vous réveiller. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que très souvent on le voit en ménopause, c'est que les personnes dormaient assez bien avant et puis se retrouvent avec des bouffées de chaleur la nuit. Donc la bouffée de chaleur vont les réveiller à la nuit, ces personnes-là. Donc ça, c'est pas lié à l'acrophase. Alors, plus ou moins, puisqu'il y a une cause inflammatoire. En fait, c'est que la journée, l'organisme ne peut plus faire son travail d'élimination, donc il empiète sur la nuit pour faire son travail d'élimination et de gestion des déchets. Donc il y a forcément un lien avec l'inflammation et la production de cortisol, puisque le cortisol est une hormone anti-inflammatoire. Vous voyez, tout est lié. Donc le sommeil peut faire partie de cette hypothyroïdie, de ces problèmes de thyroïde, ça peut être de l'hyper, ça peut être Hashimoto, tout simplement parce que voilà, on a des problèmes de cortisol, on a un problème inflammatoire, et que voilà, tout ça est un petit peu chamboulé, sur le plan hormonal et sur le plan nerveux. Ensuite, on va avoir pour certains de la dépression, capacité intellectuelle qui commence à baisser, perte de mémoire, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur la circulation, puisque le sang ne monte plus correctement au niveau de la tête, au niveau de la sphère neuro. Il y a un manque d'approvisionnement, donc automatiquement, on se retrouve voilà, avec des capacités qui commencent à baisser un petit peu. On a aussi ce souci hormonal. Et qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Des fausses couches, voire des problèmes de fertilité chez certaines personnes. Donc là, on est vraiment sur le fonctionnement hormonal. Ensuite, on va voir je reviens aux symptômes de la ménopause. Au niveau de la thermogénèse, en fait, plus on va avoir de symptômes au niveau de la ménopause, plus ça va être le reflet, je dirais, de l'état physiologique dans lequel le corps est avant la ménopause, où il est actuellement de manière générale. Donc s'il y a un épuisement avéré, y compris au niveau de la thyroïde, s'il y a un épuisement avéré, automatiquement, avec de l'encrassement, automatiquement on va se retrouver avec des problèmes au niveau de l'élimination. Et la thermogénèse, c'est ça. La thermogénèse, c'est le corps cherche un organe relais. Je vous renvoie sur ma vidéo sur la ménopause. Le corps cherche un organe relais pour faire l'évacuation, pour évacuer un excès de toxines, en fait. Donc, du coup, il va faire monter la température pour excréter des choses par le biais de la peau, y compris la peau. Et on peut se retrouver avec des bouffées de chaleur la nuit qui impactent le sommeil, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu tous les liens qui s'imbriquent les uns dans les autres. Ce qu'il faut retenir là, le plus important, c'est vraiment que on va parler de problèmes de thyroïde, mais on va parler surtout d'épuisement, en fait, d'épuisement. Donc, on va s'arrêter là-dessus pour ce chapitre-là, et on va voir dans un second temps, on va aller parler un petit peu on va voir les problèmes liés un petit peu plus précisément au niveau de la thyroïde. Donc on va essayer de regarder Hashimoto, on va regarder les hypothyroïdies, on va parler un peu d'hyperthyroïdie, voilà, tout ce qui est lié à le problème de thyroïde. On va parler aussi des analyses de sang. On va parler d'analyse d'urine, on va parler d'analyse minérale, on va parler de carence, etc. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. N'oubliez pas un petit like, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à aller sur mon site internet santé-résilience.com. Voilà, et je vous remercie pour avoir écouté cette première vidéo sur la thyroïde, et on se retrouve sur un deuxième chapitre. Je vous dis à bientôt, merci, salut.